Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la marine allemande ne s'est intéressée aux sous-marins que très tardivement. Il y a bien eu quelques expérimentations, comme le Brandtaucher en 1850 ou le Forel en 1903, mais ce n'étaient que des initiatives privées sans soutien de la marine impériale. Au début des années 1900, l'amiral Alfred von Tirpitz, secrétaire d'État à la marine, rêve de faire de l'Allemagne une superpuissance navale. Sa stratégie est simple. Si la flotte allemande atteint un niveau suffisant par rapport à la Royal Navy, alors la plus puissante du monde, les Britanniques n'oseront jamais affronter l'Allemagne. Mais avec des capacités de production navale bien inférieures, Tirpitz ne voit aucun intérêt dans les sous-marins, une arme encore nouvelle dont on ne connaît pas encore l'efficacité. Il concentre donc tous ses efforts sur les navires de surface. C'est finalement, malgré elle, la Russie qui incitera l'Allemagne à s'intéresser aux sous-marins. En février 1904, le Japon attaque la Russie par surprise. Si, sur le papier, la marine russe écrase largement la jeune marine japonaise, dans les faits, c'est une catastrophe. Les Russes accumulent les revers, si bien qu'ils cherchent par tous les moyens à renverser la situation. C'est là qu'intervient la société allemande Krupp, qui leur présente le petit sous-marin Forel. Convaincus, les Russes en commandent 3 exemplaires supplémentaires, puis ils passent commande d'une nouvelle classe plus performante, la classe Karp. Et là, pour l'Allemagne, ça fait un peu désordre. Les Russes achètent des sous-marins allemands, alors que la marine allemande elle-même n'en possède aucun. Cela incite Tirpitz à se résoudre à commander son premier sous-marin de guerre en 1904. Étant donné qu'ils étaient les seuls à avoir une expérience dans le domaine en Allemagne, c'est naturellement le chantier naval Friedrich Krupp Germaniawerft de Kiel qui fut chargé de la conception et de la construction. Pour réduire les délais et les coûts, ils ne partirent pas de zéro et se basèrent sur les plans de la classe Karp. L'ingénieur qui avait conçu ces sous-marins, Raimundo Lorenzo de Equiville Montjustin, se mit alors au travail. Ancien collaborateur du français Maxime Laubeuf, le père du narval, Equiville doit maintenant adapter le concept aux exigences de la marine impériale et améliorer ce qui peut l'être. Comparé à la classe Karp, le gaillard avant est redessiné pour améliorer sa tenue en mer. Sa coque pressurisée et renforcée, il utilise des ballasts à la place d'un lest mobile et il est globalement plus grand, ce qui entraîne un réaménagement interne. On arrive ainsi à 42,39 m de long, 3,80 m de large, un tirant d'eau de 3,17 m pour un déplacement de 238 tonnes en surface et 283 en plongée. Il possède une double coque, avec une coque externe en acier revêtu de zinc de 3,5 mm d'épaisseur, tandis que la coque pressurisée cylindrique, qui s'étend sur 32,50 m de long, faisait 12 mm d'épaisseur. L'ensemble lui permet d'atteindre une profondeur de 30 mètres. On notera également que le gouvernail se trouve avant l'hélice, dans l'idée de réduire le gîte en immersion. Il y a aussi un autre gouvernail au niveau du pont. Les ingénieurs allemands accordèrent une attention particulière à la motorisation. Ayant observé les déboires d'autres marines, ils écartèrent rapidement l'essence, jugée trop dangereuse. Le diesel n'étant pas encore suffisamment au point, ils optent pour des moteurs au kérosène. En surface, le U1 est propulsé par 2 Curting 6 cylindres totalisant 400 chevaux. Ils entraînent 2 hélices et permettent d'atteindre 10,8 nœuds ainsi qu'une autonomie de 1500 nautiques à 10 nœuds. Si ces moteurs étaient beaucoup plus sûrs que l'essence, en revanche, ils ne fonctionnaient qu'à pleine puissance et ne pouvaient pas tourner en sens inverse. Il fut alors décidé d'utiliser des hélices à pas variables pour pouvoir contrôler la vitesse du submersible. Ce qui ne sera finalement utilisé que sur le U1 tant le rendement était mauvais. En plongée, il utilise 2 moteurs électriques totalisant eux aussi 400 chevaux pour une vitesse de 8,7 nœuds et une autonomie de 50 nautiques à 5 nœuds. Mais n'ayant pas encore de moteur électrique conçu spécialement pour cet usage, il s'agit de moteurs terrestres qui, en plus de ne pas être optimisés en termes de dimension, n'ont aucune protection contre l'eau. Les batteries en plomb posent également problème. Leur poids oblige à utiliser un lest de 23 tonnes dans la quille pour rééquilibrer le centre de gravité. Leur isolation en tourbe est mauvaise et elle surchauffe lorsque la batterie est déchargée. La charge est aussi inégale, ce qui réduit la durée de vie. Bref,
on sent bien que l'on est encore au début de l'histoire des submersibles modernes. Face à son équivalent britannique de l'époque, la classe B, le U1 est ainsi moins rapide en surface, mais nettement meilleur en immersion, et affiche une autonomie bien supérieure avec 1500 nautiques à 10 nœuds contre 1000 à 8,7 nœuds. Soulignons que les Britanniques avaient fait le choix de l'essence. Côté armement, ça peut sembler léger, avec un seul tube lance-torpille de 450 mm à l'avant et 3 torpilles. Mais c'est dans la norme de l'époque. La classe B britannique n'emportait généralement que 2 torpilles. Enfin, l'équipage. Prévu à l'origine pour 12 hommes, cela se révéla clairement sous-estimé, sachant d'ailleurs que le Carpe de base avait un équipage de 28 hommes. L'équipage du U1 fut ainsi rapidement porté à 22. En raison de tous ces changements, la conception et la construction du U1 prendront 1 an de retard. Commandé en décembre 1904, sa construction débute en avril 1905 et il est lancé en août 1906 avant d'entrer officiellement en service dans la marine impériale allemande le 14 décembre 1906. A noter qu'il entre ainsi en service avant que le premier Carpe ne soit livré à la Russie. Cela fait également de l'Allemagne la dernière grande puissance à se doter d'une force sous-marine. L'objectif premier du U1 était d'acquérir une expérience opérationnelle et de tester les nouveaux équipements. On peut ainsi dire qu'il s'agissait avant tout d'un prototype, destiné à être rapidement remplacé par de nouveaux modèles plus performants. À l'époque, les progrès en matière de sous-marins étaient si rapides qu'ils devenaient obsolètes en seulement quelques années. Le U1 sera donc utilisé exclusivement pour des essais et comme navire-école. Rigoureusement testé en 1906, il se distingue en mars 1907, lorsque son commandant est décoré pour avoir touché un croiseur avec 2 torpilles d'exercice. Une démonstration claire du potentiel des U-boats allemands, qui, moins d'une décennie plus tard, mèneront la vie dure aux navires alliés. En septembre 1907, il réalise un voyage d'endurance parcourant 587 nautiques de Wilhelmshaven à Kiel, malgré les conditions météo particulièrement mauvaises. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate en 1914, le U1 est déjà considéré comme obsolète et ne participe pas au combat. Il reste cependant en service comme navire-école tout au long du conflit. Après la guerre, le traité de Versailles de 1919 impose la remise ou la destruction de tous les U-boats allemands. Mais le U1 est sauvé par Oskar von Miller, qui l'envoie au Deutsches Museum de Munich en 1921, où il est encore exposé aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poursuivre votre visite avec nos autres vidéos sur le même thème. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner.